Le Covid-19 est devenu le prétexte à toutes les dérives du pouvoir. Voilà près d'un an que le gouvernement n'a de cesse de restreindre nos libertés. Depuis le début, nous sommes chaque jour à vos côtés pour vous livrer une information honnête, sans conflit d'intérêts et soucieuse de vos libertés. Cette semaine, le Premier ministre a proposé un projet de loi pour institutionnaliser l'état d'urgence. Les objectifs n'ont jamais été aussi clairs. Contraindre les Français à obéir, accepter l'isolement, le confinement, la domestication et même bientôt la vaccination, enfin la thérapie génique, sur laquelle nous n'avons aucun recul. Face à ce pouvoir autoritaire, il nous faut frapper plus fort. Grâce à votre soutien et bien sûr grâce à vos dons, vous pouvez renforcer TV Liberté. Car je dois vous le dire, à l'heure où je vous parle, le budget de l'an prochain n'est pas encore assuré. Pourtant, les liens que nous avons tissés, l'aventure que nous avons dessinée depuis maintenant de longues années doit continuer. Nous devons frapper encore plus fort. Alors, je compte sur vous. Chers amis téléspectateurs, permettez-moi ce soir de vous raconter une petite anecdote personnelle. Comme des milliers de personnes le font chaque année, j'ai parcouru les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle par petites étapes chaque été. Cela m'amena un jour dans la ravissante petite ville d'Estaing, au milieu de laquelle se dresse un magnifique château, le château d'Estaing, propriété de la famille Giscard d'Estaing. Je rejoignais le gîte Saint-Jacques, je me faisais une petite beauté car vous pouvez imaginer l'état de votre modeste chroniqueur après 25 km de marche sous une température de l'ordre de 40 degrés. Puis je décidai de visiter le château de Feu Valéry, paix à son âme. Je rejoignais donc le château et commençais donc la visite. J'arrivais rapidement devant une porte donnant sur une suite de salles dans lesquelles se dressaient de grands panneaux expliquant le septennat de Feu Valéry, paix à son âme. Je rentrais dans la première salle. Un grand panneau indiquait fièrement « Les 3 réformes fondamentales opérées par le président Giscard d'Estaing la première année de son septennat ». Et 3 panneaux annexes développaient ces 3 réformes fondamentales. Premier panneau, je lisais « Relance de l'Union européenne par la création du fameux Conseil européen ». À partir de cette création toute giscardienne, le développement de l'Europe technocratique ne connaîtra plus d'obstacles. Valéry, paix à son âme, aura été le puissant accélérateur de la destruction de la France souveraine. Merci, Valy. J'arrivais devant le second panneau et je lisais « La modernisation de la vie sociale par la loi sur l'avortement ». Depuis cette loi voulue par Valéry, paix à son âme, et mise en forme par le Grand Orient de France, plus de 8 millions de bébés seront supprimés dans le ventre de leur maman. Merci, Valy. Je filais vers le 3e panneau et je lisais « Une mesure de justice sociale, la mise en place du regroupement familial ». Par cette loi voulue par Valy, paix à son âme, l'immigration connaîtra un développement prodigieux, prodigieusement coûteux et prodigieusement destructeur de la France. Merci, Valy. Je n'avais visité que la première salle qui évoquait uniquement les réformes calamiteuses de la première année du septennat de Valy et j'étais déjà KO debout. Or, je n'étais pas sur les chemins de Saint-Jacques pour mourir d'une crise cardiaque. Je quittais donc le château sur la pointe des pieds et allais respirer le bon air pur en visitant le ravissant petit village d'Estaing. Puis je m'installais sur la terrasse d'un café et rédigeais une belle lettre à Valy, paix à son âme, dans laquelle, avec tout le respect dû à son haut rang, je sermonnais sur ces 3 panneaux calamiteux. Je retournais au château et donnais en main propre la lettre à la directrice du château, qui me promettait de la remettre en main propre à Valy, paix à son âme, qui allait arriver la semaine suivante.
J'indiquais dans cette lettre mon numéro de portable pour que Valli puisse me téléphoner et pour que nous discutions de tout cela. J'attends toujours son appel, que je risque d'ailleurs de ne plus jamais avoir, car je crois que Valli nous a quittés, paix à son âme. Je reprenais le lendemain mon chemin de Saint-Jacques, bien décidé à admirer l'œuvre de la création et à oublier cette salle maudite du château d'Estaing. Sur cette conclusion d'une beauté toute amnésique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Vous aurez beau changer la forme du bocal, ça ne rendra pas plus intelligents les poissons rouges. François Hollande, constatant avec un soupir d'accablement la déconfiture du Parti socialiste, qui frise la marmelade, envisage, pour revitaliser tout ça, de changer le nom du parti. Au lieu de dire Parti socialiste, on pourrait dire socialiste tout court. Une manière de prendre acte du fait que le parti, il est bien parti parce qu'il était vraiment parti et honni soit qui mal y part. Non, tout n'est pas rose dans l'univers du socialisme français. Les socialistes ont déjà largué leur beau siège de la rue de Solferino au cœur du 7e arrondissement de Paris pour venir s'installer dans un F3 à Ivry-sur-Seine. Les pauvres, ça n'est pas très chic et choc pour les socialo-bobos. L'on ne fait pas de la politique en étant de purs esprits. La politique, ça passe aussi par des gestes concrets, par des symboles, des images, des lieux et des souvenirs. Et à force de vouloir tout bazarder, il n'y aura bientôt plus une miette de terreau pour espérer faire pousser la rose du PS. Changer de nom, c'est facile, ça ne mange pas de pain comme on dit. Le changement, c'est maintenant, comme on le proclamait du temps de François Hollande, l'homme du scooter fou. Ça fait jeune, ça fait dynamique, ça fait renouveau. Seulement, le problème, c'est que l'on dit aussi, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce qui veut dire qu'il faut changer une équipe qui perd. Or, l'équipe actuelle perd à tous les coups. Ne faut-il pas la changer? Bon, là je deviens trop compliqué. Revenons au problème du nom. Changer de nom, c'est un peu ce qui reste quand on a tout essayé. Tout, pas vraiment, non. Et c'est bien là que le bas blesse. S'il y a bien une chose que le Parti socialiste n'a pas essayé, c'est de se réformer pour de bon. Il nous ressasse depuis des décennies les mêmes constats éculés, les mêmes solutions frelatées, pour une France qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Les fondements du socialisme qui nous gangrènent encore, on les connaît. Un multiculturalisme suintant la haine de soi, un progressisme déconnecté du réel, une vision de l'économie préhistorique, à des milliards de lieues du vécu des Français, un pays de bisounours avec de méchants riches et de gentils banlieues. Pas question de toucher à ce trésor de guerre, vous pensez bien. Changer, pour faire quoi alors? Ils ont quand même une motivation, tous ces braves gens. Ils essaient, comme de beaux diables, de donner un sens à leur engagement politique. Un engagement qui pourrait se résumer en une seule formule. En 2022, empêcher un duel Manu-Marine au second tour. Tout un programme. Cela suffit et cela les dispense d'en dire plus. À la rigueur, pourquoi pas? C'est vrai que miser sur les mécontents du macronisme, ça ne devrait pas être trop difficile par les temps qui courent. Mais au fait, qui c'est qui a eu l'idée le premier de l'embaucher le Manu dans son gouvernement? Eh bien, c'est François Hollande, bien sûr. Allez, du balai que diable, avec ou sans PS, le changement, c'est maintenant. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Depuis des mois,
Madame Figaro, pseudo-magazine féminin à la remorque d'un quotidien vaguement de droite qu'on ne citera pas parce qu'on ne veut pas dire du mal de Figaro, n'a pas cessé de faire la campagne démocrate de Joe Biden avec une constance telle qu'on se demande dans quelle mesure la rédaction n'a pas été payée pour ça. Mais cela n'engage que moi. Même Le Monde était plus mesuré, c'est dire. Il n'y a quasiment pas eu de semaine sans que ce magazine s'épanche sur les prétendus états d'âme de Melania Trump, soumise à la tyrannie de son odieux mari. Pauvre Melania, va. Ou alors, il s'agissait de dresser un portrait hagiographique de la femme de Biden, quasi-réincarnation de Grace Kelly. J'en passe et des meilleurs. La nomination de Biden n'est toujours pas actée, mais notre merveilleux journal féminin a décidé dès à présent de tresser des couronnes à une certaine Jen Psaki, la porte-parole de Biden, décrétée président des États-Unis par le Figaro Madame depuis le 3 novembre. On est simple et sans façon chez Madame Le Figaro. Pour faire court, Jen Psaki est tout simplement géniale. Ben oui, quoi. Pourquoi faire dans le subtil? Jen Psaki, donc, est géniale, l'affaire est entendue. Madame Figaro ne tarit pas d'éloges sur cette étoile montante du Parti démocrate. Je cite, un atout maître du Parti démocrate, la personne la plus compétente, intelligente et charmante que vous rencontrerez, directrice de la communication d'Obama, le premier choix, le plus évident des choix. N'en jetez plus. Si je peux me permettre et tenter de tempérer les ardeurs des journalistes de Madame Figaro, on ne les a pas beaucoup entendus sur le cas de Madame Barrett à l'heure de sa nomination à la Cour suprême. Et les journalistes du Figaro Madame ne nous ont pas expliqué que la juge Barrett était géniale. Pourtant, compte tenu de son parcours et de l'avis de tous ceux qui ont travaillé avec elle, y compris de l'autre bord politique, il semble bien que Madame Barrett soit vraiment géniale. Une femme ravissante, élégante, juriste, brillantissime, se distinguant par une honnêteté intellectuelle et professionnelle sans faille, l'une des plus jeunes juges suprêmes de l'histoire des États-Unis, une mère de famille attentive qui a élevé 7 enfants, dont 2 adoptés et 1 handicapé. Non, tout cela ne doit visiblement pas suffire à faire d'elle quelqu'un de génial aux yeux de Madame Figaro. Mais oui, bien sûr. Pensez donc, Madame Barrett est catholique pratiquante. Elle ne saurait donc prétendre au titre honorifique de femme engagée et libérée. Non mais alors? Mais n'en demandons pas trop à ce médiocre titre de presse qu'est Le Figaro Madame. Rappelons-nous que cette revue a quand même pour principale mission de meubler les tables basses des salles d'attente de France et de Navarre. Espérons simplement que les lecteurs des salles d'attente se contentent de tourner les pages sans les lire. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ce soir, j'ai pris la décision de vous donner un conseil important, comment s'enrichir aujourd'hui à une vitesse vertigineuse sur le dos du Covid. Cela est très simple et je vais vous indiquer la méthode, vous en ferez ce que vous voudrez. Non, ne me remerciez pas, c'est bien naturel. Ainsi donc, pour s'enrichir à toute allure, il faut le faire en plusieurs étapes. Première étape, vous indiquez à votre entourage que vous êtes très bien informé et qu'il est prévu dans les prochaines semaines que 400 000 Français meurent du Covid, ce chiffre pouvant être porté à 4 millions, voire 40 millions, voire 400 millions de Français. Ce qui signifie que le Covid pourrait tuer en France 7 fois la population française. La panique s'installe, vous avez gagné la première manche. Seconde étape. Vous indiquez à votre entourage qu'un vaccin miracle a l'air de se mettre en route et pourrait épargner la mort de 400 millions de Français. La panique est toujours là, mais l'espoir renaît.
Troisième étape, vous vous installez dans votre cave avec des morceaux de viscères de rat et d'oreilles de cochon. Vous malaxez le tout et vous faites un communiqué de presse indiquant qu'un vaccin miracle a été trouvé pour éradiquer le Covid. Les médias du monde entier relaient votre information, vous devenez une star. Quatrième étape, les laboratoires mondiaux se précipitent chez vous et vous font des propositions. Vous faites astucieusement monter les enchères et vous vendez finalement votre vaccin à un laboratoire pour la somme modeste de 200 millions d'euros par exemple, en demandant au laboratoire de vous céder gratuitement 30% de son capital. Cinquième étape, le laboratoire fabrique des centaines de millions de vaccins et engrange immédiatement un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards, chiffre porté rapidement à plusieurs centaines de milliards, puisqu'il faut bien vacciner chaque année. Vous engrangez une fortune immense. Sixième étape, il commence à se dire que le vaccin ne sert à rien et a des effets secondaires désastreux. Vous virez immédiatement sur une banque panaméenne les dizaines de milliards d'euros que vous avez répartis sur différents comptes bancaires. Vous changez d'identité, vous changez de sexe pour devenir totalement anonyme et vous vous installez sur une île du Pacifique où vous coulez des jours heureux jusqu'à votre mort. Que les choses soient claires, je suis absolument convaincu que ni Manuchon et sa maman Bricheton, ni Salomon, ni Véran, ni Agnès Buzyn, ni tant d'autres dans leur entourage n'auraient eu ne serait-ce que l'idée de tripatouiller d'une façon ou d'une autre pour s'enrichir sur le dos du Covid. Non, bien sûr, à l'évidence, ce serait absolument impossible. Je voulais simplement donner un conseil désintéressé sur une façon de s'enrichir sur le dos du Covid. À bon entendeur de ce puissant conseil, salut! Sur cette conclusion en forme de grands et beaux cadeaux, je vous souhaite un très joyeux Noël, une très belle fin de semaine et je vous dis à lundi.